les Tinda. Je demande un petit Tinda sans trop savoir de quoi il est question. Tinda, ça veut dire que c'est le serviteur du roi. Et ils ont, à leur niveau, ou mieux, à leur tête, un chef, qu'on nommerait Tanda. Je suis déjà un peu perdu parce qu'en fait, je ne trouve pas de connaissances qui peuvent m'aider à traduire ça dans les autres langues de l'Ouest. Ça, c'est un peu difficile. Eh bien, dans la suite, donc, nous avons chaque chef militaire a un chef de protocole. Un peu comme à la présidence de la République, on a celui qu'on appelle le directeur du cabinet civil. Chaque chef traditionnel a son directeur de protocole. Et celui-là, on l'appelle Tamba. Ça, c'est chez moi. Seulement, ça doit avoir un autre nom dans d'autres chefferies, dans d'autres langues. Jusque-là, comme je ne peux pas avoir quelqu'un qui peut m'aider à donner ce nom-là dans d'autres langues, je suis un peu perdu. Néanmoins, je continue. Alors, après dans le Tamba, je parle des Tinda qui ont à l'intérieur Tanda. Nous avons la reine-mère. Elle est une personne aussi très importante dans la chefferie. Qu'est-ce qui est la reine-mère? Ma foi. Oui, ok, là tout le monde dit. Je voudrais savoir pourquoi on l'appelle reine-mère. Voilà. Pourquoi on l'appelle reine-mère? Parce qu'elle est la mère du roi, aussi facile comme vous le dites. Alors, maintenant, il y a une autre femme. Maintenant, ça, à l'intérieur des Féries, qui est la cheftaine du grand quartier des femmes. Elle a aussi un rôle très important dans la chefferie. C'est peut-être au niveau de l'organisation des femmes dans la chefferie. À la suite d'elle, il y a une deuxième qui s'occupe du petit quartier. Elle également, elle a son rôle à jouer. Un rôle très important. Et après, quand on parle de chefferie traditionnelle, il y a les maniers, les mères de jumeaux. Les mamans de jumeaux entrent donc dans l'organisation de la chefferie traditionnelle. Elles y sont pour quelque chose. Elles ont leur titre de manier leur confère un certain pouvoir dans la société bamileke. Quand on parle de chefferie traditionnelle. Alors, quand j'ai fini de citer tout ce moment-là, il faudrait que j'essaie d'élargir un peu, quelques petites... d'élargir un peu. Vous savez, c'est vrai, nous parlons de l'organisation. Je ne sais pas si ça ne serait trop, ou mieux, je reste dans l'organisation. Là, comme on parle de chefferie traditionnelle, peut-être les gens auront des questions à poser et ça nous permettrait d'ouvrir le débat. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ne sont pas trop intéressés. Ok. Là, je ferme cette page et je donne l'occasion aux autres, quand il viendra le moment de poser les questions, pour qu'on essaie d'éclairer davantage, on va l'ouvrir. Alors, les chefferies traditionnelles ont une organisation. D'abord, elles sont organisées par l'administration publique, quand bien même l'administration publique est venue trouver les chefferies traditionnelles déjà en train de fonctionner. Il fallait donc que l'État se réapproprie les chefferies traditionnelles afin qu'elles lui rendent un service qui puisse aider à l'édification de la nation. Alors, le premier décret qui organise les chefferies traditionnelles au Cameroun, c'est un décret de 1977. Et c'est ce décret qui vient donc nous dire qu'il y a les chefferies de premier degré, deuxième degré, troisième degré. En fait, en pays bamileke, cette classification-là n'a vraiment pas de sens. Je vous surprends. Mais je continue. Puisqu'en fait, les critères de classification qu'utilise l'administration, c'est la superficie et la population. Or, c'est pas ça qui classe, parce qu'en fait, à l'ouest, tous les chefs se valent. Je vous surprends un peu. Je m'explique. Le chef d'un village ou d'un groupement vaut l'autre.
Cependant, dans les villages, ou bien dans les groupements, il y a des sous-chefs qui portent tout aussi les noms de chefs. Mais c'est des chefs sous tutelle. Eux donc, sur le plan traditionnel, sont limités. Dans le but qu'ils sont déjà sous les autres chefs. Or, quand un chef, s'il n'est pas sous les ordres d'un autre chef, n'a que 2 personnes. Avec sa concession de 3 mètres sur 3, tout court. Et s'il n'est sous les ordres d'aucune autre personne, il vaut celui qui a 1000 personnes et 100 000 km². Ça, c'est à l'ouest. Je rentre peut-être à Banga. Le chef Banga, c'est lui chef du premier degré. Si je ne me trompe pas. Mais quand on va à Fondjomoke, est-ce qu'à Fondjomoke, c'est lui chef du premier degré? Quelqu'un s'y connaît? Ou bien, je parle à Fotoni. Est-ce que Fotoni est chef du premier degré? Fotoni n'est pas une chef du premier degré, mais cependant, Banque est une chef du premier degré. Donc, quand le chef Fotoni et le chef Banque se retrouvent, ils sont chefs chacun dans son village. Les titres de premier degré, deuxième degré, ça ne compte plus. Quand on va devant l'administration, donc ça compte. Mais quand ils sont entre eux, il est le chef du village, l'autre est le chef du village, et ça suffit là, comme ça. Cependant, un sous-chef, sous les ordres du chef Banca, qu'il soit même du deuxième degré, ne peut pas équivaloir le chef autonomique du deuxième degré sur la classification traditionnelle des chefferies. Maintenant, à l'intérieur d'une chefferie, ou bien d'un groupement, ou d'un village, si on a des sous-chefs, alors, le sous-chef, comment ça se passe? Puisqu'en fait, à l'ouest, tout part de l'origine. C'est des sociétés immuables. On ne travaille pas trop parce que comme on était juste notable, on devient chef. Non. On est notable jusqu'à la fin du temps. On est chef jusqu'à la fin du temps. C'est là parce qu'on est notable, on a beaucoup travaillé qu'on va devenir chef. Peut-être qu'on peut le devenir, mais non plus dans le même groupement ou le village où on est parti, mais on quitte là parce qu'on a voulu s'imposer et ça n'a pas marché, on s'en va fonder sa chefferie ailleurs. Et maintenant, quand on fonde sa chefferie, à l'époque, il y avait de l'espace vide que les gens pouvaient venir occuper, faire du grand bruit et chasser tout le monde qui sont autour d'eux. Le temps donc, dans son évolution, a fait que davantage les terres devenaient rares. Ce qui fait que toute personne qui crée scission, qui va aller fonder un village, devrait aller demander à un autre chef lointain, pardon, j'ai ma population, je veux venir chez toi, mais je ne serai pas ton sujet comme tous les autres sujets. Donne-moi un espace, je m'installe avec ma population, je suis chef. Mais entre-temps, je suis sous tes ordres. Je suis sous ta protection. Alors, quand c'est accepté, ils font des accords. Ok, je t'offre de l'espace, tu t'installes avec ta population, tu t'organises à l'intérieur comme tu peux, mais tu restes sous mes ordres. Ce qui fait donc que ce chef doit rendre compte au chef supérieur. Il est bien sûr chef, mais juste dans sa circonscription. Il n'a de valeur que dans sa circonscription. Maintenant, ça c'était juste pour étayer pourquoi entre le chef américain et le chef de village indépendant, le titre de premier, deuxième degré, troisième degré n'a pas vraiment de l'importance. Un chef de village autonome reste chef de village autonome, que l'homme soit du premier degré ou du dernier degré. C'est maintenant l'administration qui vient créer, réorganiser, dit que non, tel a plutôt beaucoup de gens, il a beaucoup d'espace, il doit être du premier degré, celui-ci, ainsi de suite. Et maintenant, l'organisation du pouvoir à l'intérieur des chefferies. Qui fait quoi dans une chefferie? Il est vrai, le chef règne. Mais, je veux dire que les chefferies militaires
malgré une certaine évolution, sont ce que nous appelons en Occident des monarchies constitutionnelles. Ça veut dire que chez nous, on ne lit pas les notables. On est notable, on l'est jusqu'à la fin du temps. Cependant, nos monarques n'ont pas droit d'imposer n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Ou bien, ils ne peuvent pas prendre une décision dans le village parce que, juste pour leur bon vouloir, ils sont sous le contrôle des notables. Puisque les notables ont qualité de le sanctionner au cas où il s'est permis de poser les actes d'un certain ordre sans qu'ils aient été au préalable avisés. Maintenant, les notables, nous avons parlé de 9 et de 7. Qui fait quoi en fait? Dans un village, les détenteurs du pouvoir réel, c'est les 9. Et les 9, ça, je dis, dans nos chefferies, tout tient de l'origine, tout tient du départ. Les 9 sont en quelque sorte des fondateurs du village. C'est les familles les plus fortes qui ont fondé le village. C'est pour ça qu'ils restent souvent assez très durs parfois quand il faut prendre une décision. Et ce sont eux qui prennent les décisions les plus importantes. Il y a dans certains villages où il y a des rites de purification avant les semailles. Quelqu'un en sait quelque chose? Qui en a entendu parler? C'est difficile. Néanmoins, c'est vrai que ce n'est plus très fréquent partout, mais il y a des chefferies ou bien des villages qui gardent encore cette tradition. Et ce n'est que quand on a purifié le village qu'on est appelé à mettre les semences au sol, qu'on peut semer. Bon, je vais garder le reste pour moi parce qu'en fait, si je vois davantage, on va s'égarer. Mais je dis avant les semailles. En principe, dans nos cultures traditionnelles, il y avait d'abord une série de purifications pour protéger les cultures, des vents, je ne sais pas trop de quoi. Bon, il y avait cette chose-là, et c'est fait par les 9. Également, les 9, ce sont eux qui, dans un village, bref, je l'ai déjà dit, ils prennent les décisions les plus importantes. Ce sont eux d'abord. Ce sont eux qui décident de l'évolution. Et parfois même, il y a des rites traditionnels que dans les gens ont envie qu'on change, on va à gauche, on va à droite. Il n'y a que eux pour s'asseoir et dire, ok, telle chose, le peuple est en train de dire que ça ne tient pas très bien, comment on peut faire? Ce sont eux qui peuvent dire non, ok, si là-bas ça vous gêne beaucoup, d'accord, on peut changer, on fait autre chose. Ce pouvoir leur est bien. Les 7 maintenant. Les 7, en fait, c'est en quelque sorte des serviteurs. C'est ce nom. Puisque pour les 7, ils ne sont pas des fondateurs. Il y en a qui sont les amis du chef. Il y en a qui sont les princes. Bref, les 7 n'ont pas autant de pouvoir que les 9 dans un village. Ils sont en quelque sorte alignés dans les rangs des serviteurs. Quand bien même, ils peuvent avoir droit de parole dans certaines situations. Alors, à côté donc, après les 7, il y a certains groupes que généralement on appelle... il y a une expression qu'on appelle les sociétés secrètes. Il y a les sociétés secrètes. C'est ce que nous appelons le manzon. Hein? Quelqu'un connaît ce mot manzon? Manzon Lali? Manzon. Donc, le manzon en fait, c'est des groupes de clans d'âge qui sont plus trop avisés de ce qui est en train de se passer dans nos gouvernements quand nous sommes ici. Mais cependant, il y a des choses qui se passent. Et même il y en a d'autres.
qu'on fait sans qu'on ait le temps de viser X ou Y. Il n'y a que ceux qui devraient faire ça qui le font, et à l'insu de tout le reste. Donc les Mandjong, comme je disais tantôt, ont une responsabilité, ils ont des missions spéciales dans la société. Je vais peut-être prendre un exemple tout à fait simple. Alors, quand un nouveau chef vient d'arriver au pouvoir, il peut construire son Mandjong selon son leitmotiv, selon sa devise pour son gouvernement. Il choisit, il construit son Mandjong, à qui il lui donne cette mission. Et c'est à travers elle qu'il faut voir les actes de ce chef. Bref, ça, c'est grosso modo ce qui se passe dans ce pays. Et en plus, je pense que je peux d'abord m'arrêter là et vous permettre aussi de vous exprimer, puisqu'il faudrait que ça soit une échange. Je ne peux pas passer le temps à parler. C'est pas bien. Et en fait, même ça étouffe. Parce que certainement, il y a plein de choses que je n'ai pas pu dire ici, que je ne connais d'ailleurs pas, et que toute la scène là, ils m'aideront aussi à savoir. C'est un échange. Oui, merci. Parce que ma question a une fenêtre de volets. Elle est un peu controversée. Nous assistons à plusieurs plans dans les villages. Vous avez parlé des notables du passé. C'était comme ça par le passé. Mais il y a certains clans de notabilité qui sont en train de se former à l'ouest, dans les villages. Le clan de la notabilité des nobles. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez placer ces personnalités-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans les villages comme dans l'ouest, par exemple, si je prends le cas, par exemple, de mon village, et peut-être de, je peux dire, Bana, par exemple, si jamais le chef décide par rapport à un certain nombre de lois, et que les notables, les grands hommes d'affaires, peut-être comme Kaji, ne donnent pas leur position, je crois que la décision sera pas ferme. Je ne sais pas où est-ce que vous allez placer tous ces gens. Et c'est même entre ceux qui sont dans nos familles. Parce qu'aujourd'hui, dans une famille, chez le Bamileke, soyons quand même honnêtes. La personne qui décide aujourd'hui, c'est celui qui a l'argent. Parce que si jamais il y a un deuil dans une famille et que le petit frère à Paris, s'il ne vient pas donner son dernier mot, on ne peut pas siéger, on ne peut pas trouver peut-être une date pour faire le deuil. Je ne sais pas où est-ce que vous placez tous ces gens dans notre société Bamileke. Et depuis, vous êtes en train de parler des Bamileke et de leurs origines. On a souvent dit que les Bamileke sont les descendants des Bantous. Je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire. Je vais vous donner des explications par rapport à tout ça. Merci. Ok. Oui, ok, merci. Bonsoir tout le monde dans cette salle. Permettez-moi si je suis assis, s'il vous plaît. Lorsque j'étais au CM1, j'effectuais mes premières vacances chez ma grand-mère à Babadjoua quelque part. Ceux qui m'accompagnaient dans mes différentes transactions étaient les frères, les cousins, les nièces, ainsi de suite. Et je me rendais compte que lorsque le chef traversait à distance, on disait que quand le chef arrive, tu vas dans le champ. Et tu te rabaisses, tu tapes tes deux mains, tu dis bon voilà, comme tu passes là-bas en paix. Aujourd'hui, nous ne remarquons plus trop de cela parce que j'ai comme impression qu'il y a une dégradation dans l'organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Et chez nous, à l'ouest, plus particulièrement. Entre-temps, dans le monde des affaires, moi j'ai constaté que je suis devenu l'ami de certains chefs. Lorsque j'arrive au village, on boit mon bar, mais sauf qu'on ne se salue pas. On s'échange des bâtons de cigarettes, etc. Et moi, je suis un peu choqué face à cette circonstance parce que je constate qu'il y a vraiment une dégradation dans ce sens-là. Je suis arrivé presque à moitié de la conversation de l'auditeur qui est en train d'exprimer comment ça se passe dans les chefferies. Mais chez nous, ce qu'on appelle le Manzon, n'est-ce pas? Je prends l'exemple d'un quartier. Si je dis par exemple quartier Semdo, parce que moi je suis Babadjo dans Bamigné là-bas. On a ce qu'on appelle la réunion, la générale de Bamigné. Je m'excuse, soyez plus attentifs s'il vous plaît. De deux, qu'est-ce que je disais tantôt? Chez nous on appelle Manzon, c'est-à-dire c'est le clan de ceux qui sont orphelins. C'est-à-dire il a perdu son papa
il a perdu sa maman et on se retrouve maintenant dans le cadre de Manzomena pour être considéré comme notable de la réunion qui nous réunit au quartier. Et directement, on rencontre au chef du quartier qui apporte nos doléances au chef supérieur. En plus, qu'est-ce que je voulais encore dire si je ne perds pas le sens de mes propos? Il y a ce qu'on appelle les... Je voulais dire, ça ne vient pas vite. Je m'excuse pour le léger retard. Il y a ce qu'on appelle les 9 et les 7. Votre description m'a intéressé parce que nous, jeunes qui fréquentons les bars, qui fréquentons les milieux, on aime souvent beaucoup discuter. Donc je reviens que vous me fassiez une classification, comment se comportent les 9 et les 7, pour que j'apprenne un peu plus. Merci beaucoup pour votre généreuse et bien aimable attention. Je vous donne la parole, mon cher. Vous essayez de donner une réponse, si je peux prendre comme une suggestion de réponse par rapport à la question de notre premier interlocuteur. Alors, il m'a dit, il y a des hommes d'affaires dans nos villages aujourd'hui, il y a des gens qu'on a anoblis et qui désormais, quand il faut décider, il faut leur mot. Et vous avez dit, dans le monde des affaires, vous avez rendu compte que même si vous ne pouvez pas vous saluer le chef, vous partagez les cigarettes, les bières. J'ai une réponse. Alors, je l'exprime autrement. Vous savez, dans nos chefferies, nous faisons souvent, il y a de l'amalgame entre noble et notable. C'est deux choses différentes. Cependant, on en vient à prendre l'un pour l'autre et inversement. Puisqu'en fait, comment ça se passe quand on ennoblit quelqu'un dans un village ou dans un groupement? Alors, il y a des gens qui posent des actes vraiment, qu'est-ce que je dois dire, des actes qui donnent un coup de fouet particulier au développement du groupement ou du village, ou qui posent des actes de bravoure dans le village. Là, on les ennoblit. On peut leur donner le nom de, je ne sais pas, de Mbe, de Ndé, de même faux. Mais qui n'ont en fait, ils n'ont pas de territoire de commandement, ni rien de tout cela. Or, nous allons nous rendre compte que ceux qui n'ont pas eu ce titre par rapport à ça, ils auraient forcément un peuple, un territoire où ils commandent. Ou à défaut, leurs noms leur survivent. Pour ceux qui ont ce titre-là, je vois mal. En fait, le chef nous parle Donc, de ça va, la différence chez nous, on dit de nous que quand nous saluons, nous tirons trop la salutation. Il nous parle de la genèse. C'est pas le salut, bonjour, des autres que nous avons copiés. On est en train de courir derrière le temps. On est tellement pressé qu'il faut. Oh, nos salutations. Comment tu vas? Comment vont les enfants? Comment va telle chose qui est autour de toi? Est-ce que tu as encore vu tel? Est-ce que tu es encore allé à? Est-ce que, on voudrait qu'avant de se parler, savoir si effectivement tu te portes bien. Parce qu'on imagine donc, tant que tu as quelque chose dans ton entourage qui ne tient pas, ça doit affecter même la santé physique, mentale, et tout ça. Donc, c'est pour ça que nous saluons, on prend le temps de se saluer. On va dire on salue trop longtemps, on va faire dans ce salut. Effectivement, on prend le temps parce que c'est comme un docteur pose un diagnostic. Quand tu as rencontré ton frère, il faudrait qu'à vous séparer, que tu saches qu'effectivement, il se porte bien. Et s'il porte bien, ça veut dire tout ce qu'il a dans son environnement va bien. Bon. Mais cependant, comme je le disais tantôt, le monde davantage devient matériel. Quand on s'est dit salut, salut, on est en train de courir derrière le temps. Et conséquemment, nos chefs traditionnels ou bien nos groupements, nos milieux, effectivement, le locaux. Parce qu'en fait, nos chefs, dans notre terroir, je crois savoir qu'il y a vraiment très peu qui écoutent
de façon vraiment suivie nos vrais gardiens de tradition qui sont les notables fondateurs.